Bonjour à toutes et à tous, ici Margot, créatrice de Un petit rayon de braise, série de podcasts 100% pur beurre, interviews d'entrepreneurs bretons optimistes pour égayer votre journée. C'est parti! La rencontre de cette semaine, oui, c'est une rencontre puisque je ne le connaissais pas avant de lui proposer cette interview. C'est un des bonheurs de ce podcast, je rencontre plein de monde. C'est un homme à plusieurs casquettes et il adore ça. Il est animateur GERM, réseau de progrès des managers, co-dirigeant de Greenfib, qui est une matière pour remplacer le plastique. Il est également dirigeant de Coviae pour accompagner les dirigeants. Et j'en oublie sans doute. On pourrait penser que Cyr Dioré est un hyperactif et pourtant non, vous allez voir, il est doux et posé. C'était un bonheur de l'interviewer. Bonjour Cyr, alors raconte-nous ton histoire. Qui es-tu en 3 tags ? D'abord, on dit de moi que je suis un poète pragmatique. Derrière ça, je mets 2 choses. Le premier, c'est que j'ai un prénom un peu particulier parce que je m'appelle Cyr, C-Y-R, donc c'est pas très fréquent. Et donc je dis souvent que ma circonstance, c'est d'être un créateur de circonstances. Et puis après, le dernier tag, c'est on dit de moi que je suis aussi un traducteur de complexité en simplicité. Le propre des optimistes, c'est de voir le côté positif et on a toujours plein de choses positives qui nous arrivent dans la vie au quotidien. Quels sont toi tes 3 kiffs d'une journée ? Alors moi, les 3 kiffs, il y en a un qui est, j'aime bien aussi l'image de tête-corps triple. Hein. Le premier au niveau de la tête, moi ce qui m'éclate vraiment, c'est la diversité d'activités. J'arrête pas de passer d'un truc à un autre, de jongler entre le théâtre équestre de Bretagne, GERM, qui est en étant au conseil d'administration, on a des beaux enjeux. J'ai Coviae depuis 10 ans où je fais des actions auprès des managers, des dirigeants. Et puis j'ai Greenfib qui est une matière incroyable et hyper alignée qui a été créée par un pote, on s'est associés. Et si je peux contribuer à ce que cette matière elle contribue aussi pour le monde de demain, puisqu'elle est là pour remplacer le plastique, ça m'éclate bien. Au niveau du cœur, j'aurais envie de dire un truc super simple, mais qui me fait trop du bien, c'est de jouer de la guitare à peu près tous les jours et de chanter. Et ça me fait du bien, et ça c'est top, ça c'est un vrai kiff. Voilà. Et puis au niveau de l'action, au niveau du corps, du coup c'est cette matière Greenfib. J'ai l'impression qu'on va faire quelque chose de vraiment impactant, et on va pouvoir contribuer à transformer le monde dans quelque chose qui est plus cohérent entre nous et avec la planète. L'optimisme, beaucoup en parlent. Quelle est toi ta définition de l'optimisme ? D'abord, c'est une énergie pour moi, l'optimisme. C'est une énergie et une posture. Les situations, elles sont comme elles sont factuelles, elles sont là. Après, c'est la façon de les regarder qui va changer, pas la situation, mais la façon d'en faire quelque chose derrière. La deuxième chose, c'est qu'optimisme, c'est la même racine qu'optimiser. Et qu'on est dans une culture dans nos entreprises de maximiser. On maximise les profits, on dit. La nature, elle ne maximise pas, elle optimise. Dans les principes du vivant, il y en a 8. Et dans les 8 principes du vivant, il y a optimiser versus maximiser. Et du coup, derrière optimisme, pour moi, il y a optimiser. Et donc, il y a se mettre dans cette cohérence-là. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est que c'est un outil de fou, l'optimisme. Parce que si on prend un gamin qui apprend à marcher, t'as pas un seul adulte qui va mettre en doute sa capacité à marcher. Il va avoir que des messages positifs, optimistes, alors qu'il se casse la figure, il se fait mal, il pleure, il se frappe les genoux, il se relève et il finit toujours par réussir à marcher. Et il n'y a pas une seule ombre à cette capacité à marcher parce que tout le monde est hyper optimiste. 100% ou 150%. Si en plus il peut faire ses premiers pas avec moi, je suis le plus heureux du monde. Donc l'optimisme pour moi c'est ça, c'est une énergie, une posture, c'est se rapprocher du vivant et de la nature, et puis c'est un outil de fou quoi. Pourquoi ne pas risquer à être optimiste quoi. C'est incroyable parce qu'effectivement je n'imagine même pas qu'un enfant puisse pas marcher, mais alors que se passerait-il si des adultes décidaient que l'enfant ne marcherait pas ? C'est une vraie question. Je pense qu'il mettrait au mieux plus de temps. Et au pire, peut-être qu'il n'arriverait pas. Si on arrive à le convaincre qu'il n'est pas capable, il n'y arrivera pas. À force de dire à un enfant « attention tu vas tomber », l'enfant il finit par tomber. Ça on peut le démontrer ça. Donc voilà, ce que je regarde se développe. On est en vélo, on regarde le nid de poule, on roule dans le nid de poule, on regarde à côté, on passe à côté. Donc ce que je regarde se développe. Donc si je regarde l'optimisme,
Si je regarde le positif, je me mets dans cette énergie-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de négatif, qu'il n'y a pas de compliqué, etc. Mais je l'aborde dans une énergie positive et efficace. Et je ne l'aborde pas dans une énergie basse en me disant j'y arriverai jamais. Et donc pour moi, ça c'est super important ça. Autant c'est facile en vélo de contourner un obstacle ou de voir ailleurs pour éviter l'obstacle, mais il y a des situations comme le Covid qui sont incertaines et qui sont surtout inévitables. Donc comment est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on peut se permettre d'être optimiste dans ces situations-là ? Non seulement pour moi on peut se permettre, mais je dirais même il faut qu'on ose s'autoriser à. En fait, on est vraiment dans... Ce qui peut faire qu'on n'est pas optimiste pour moi dans cette période-là, c'est de se dire j'ai pas le droit d'être optimiste parce que c'est pas ok, c'est trop compliqué, relativement, culturellement, socialement, etc. Je vais mettre plein de freins pour pas l'être. Et pour moi, c'est hyper important de l'être encore plus dans cette période-là, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que être optimiste ou pessimiste, c'est pas changer la situation, c'est prendre la situation telle qu'elle est, et c'est changer sa manière d'en faire quelque chose. Et l'idée, c'est que plus la situation est difficile, plus c'est important de trouver les petites solutions, les choses qui vont la rendre plus cohérente, moins difficile, etc. Donc c'est d'optimiser son énergie dans ce sens-là, sachant qu'à la base, c'est pas simple. Donc optimiser, je parlais d'énergie tout à l'heure, c'est se mettre dans cette énergie qui permet de. Et la deuxième chose, c'est le pourquoi de ça, c'est d'abord parce que c'est nécessaire d'être optimiste dans cette situation-là. Je dis assez souvent que c'est pas parce que je pleure avec quelqu'un que je vais lui sécher ses larmes. Par contre, si j'arrive dans une énergie de rire, de joie avec lui, ça peut sécher ses larmes. En tout cas, ça va pas enlever sa peine, son problème, etc. Mais ça peut lui permettre de vivre un moment qui va lui faire du bien dans ce moment qui est difficile pour lui. Donc pour moi, l'optimisme par rapport à la situation actuelle, c'est la même chose. C'est s'autoriser à aborder les choses dans une énergie positive. Ça règle pas tout, mais il y a au moins un moment où on reprend de l'énergie et on peut se permettre ensuite d'aborder la difficulté avec plus, du coup mon deuxième mot, d'efficacité. Parce que l'optimisme, il permet l'efficacité. Dans mon exemple de ce que je regarde se développe, dans mon nid de poule. Si je regarde les choses de manière optimiste, je vais trouver les solutions qui vont avec. Si je regarde les solutions pas avec le verre à moitié vide, je vais rester dans l'énergie du problème, du compliqué, etc. Et en plus, ça fait du bien. Je prends souvent l'image du bilan comptable. L'émotion, l'énergie, tout ça, c'est comme un bilan comptable. On peut se permettre d'avoir une colonne moins présente, mais il faut que la colonne plus elle soit au moins aussi importante, parce qu'on a des émotions négatives et en ce moment on en a plein, il faut les accueillir et c'est comme ça, il faut faire avec. Mais si à côté on ne se met pas de l'émotion positive, pour notre bilan comptable il finit par s'alourdir et on dépose le bilan. Et alors on peut se permettre d'être un peu dans le négatif de temps en temps, d'avoir un bilan négatif, mais pas dans la durée. Donc c'est plus il y a de choses qui rentrent dans la colonne moins, plus c'est important qu'on trouve toutes les petites choses qui nous permettent d'alimenter notre colonne plus. J'ai vu passer sur LinkedIn, là, il y a 15 jours, 3 semaines, un IRM d'une maman qui embrasse son enfant, où on voit toutes les zones du cerveau qui vont avec les bonnes hormones, dont j'oublie toujours les noms, moi, mais qui démontrent que être dans cette dynamique, dans cette émotion positive et dans cet optimisme, même chimiquement, on est capable de le démontrer scientifiquement, de montrer que ça impacte tout de suite. Donc ça apporte quelque chose, donc c'est pas juste des belles idées, c'est pas juste des trucs de bisounours ou je ne sais quoi. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que l'optimisme, ça rend heureux et ça donne la pêche et c'est contagieux surtout, donc c'est pas forcément évident tout le temps, mais c'est quand même quelque chose de chouette. Et moi je rencontre plein d'entrepreneurs, justement grâce à cette série de podcasts, qui incarnent cet optimisme, mais qui l'incarnent différemment. Alors toi, quel optimiste es-tu ? Pour moi, il y a une notion de concret derrière l'optimisme, mais c'est pas juste une intention. L'intention, elle est essentielle, mais si c'est juste l'intention, c'est dommage. Donc moi, j'y ajoute lucide. Il y a une personne qui me nourrit beaucoup par rapport à ça, c'est Jean-Pierre Gou, G-O-X, qui a créé Blue Turn, puis One Home, et qui est cette démarche de rendre accessible l'overview effect, donc qui
qui est vécu par les astronautes qui reviennent de là-haut en étant plus positifs, plus optimistes, plus écologiques, plus poètes, etc. Si on peut tous vivre ça, et ben forcément ça va impacter notre manière d'être chacun et de vivre ensemble. Donc dans l'intention, il y a cette dimension-là. Ensuite, à côté de l'intention, il y a la posture qu'on prend. Donc c'est un optimisme pragmatique et concret. Et qu'est-ce qu'on fait de cet optimiste-là, etc. Et une fois qu'on a l'intention et la posture, ben ensuite il y a l'énergie pour nourrir cette intention et cette posture-là. Donc quand on a l'énergie, donc le carburant, l'intention et la posture, ensuite le quatrième c'est l'action. Et l'action, ça va tout seul derrière. Alors oui, l'action, ça va tout seul, mais il faut quand même pas l'oublier. Effectivement, s'il n'y a pas de passage à l'action, il n'y a pas de passage à l'acte, on ne peut pas vraiment incarner l'optimisme. Et ça, c'est important. Alors quel est ton secret, toi, pour rester optimiste ? Je me suis rendu compte que quelque part, c'était un peu comme un sport. C'est-à-dire que pour s'éclater dans un sport, il faut s'entraîner. Il faut apprendre des techniques, il faut sentir les choses, il faut comprendre les règles du sport, etc. Et en fait, j'ai l'impression que ça fait 20 ans que je m'entraîne à des situations comme celle qu'on vit cette année. Et qui pour moi n'est pas une situation unique, mais une situation qui se retraduira d'autres manières dans les années qui viennent. Et voilà, donc je pense que mon secret, c'est de m'être entraîné malgré moi pendant 20 ans, pour me préparer à cette compétition, qui est une compétition qui associe aussi beaucoup la notion de coopération d'ailleurs. S'entraîner, oui, c'est important. Être optimiste, ça ne vient pas du jour au lendemain. Si vous êtes plutôt comme moi, j'étais de nature pessimiste, ça prend du temps. Les nouveaux comportements sont difficiles à acquérir. Mais à force de pratique, finalement, ça devient naturel et c'est ça qui est chouette. Mais bien que préparé, il faut quand même y faire face. Alors quel a été l'impact du Covid, à la fois sur ton activité et puis sur toi personnellement ? Ce Covid, il vient valider toute cette manière-là qu'on a depuis 2 ans, où on était déjà en distanciel entre nous, où on était déjà en train de se dire on ne va pas construire une nouvelle usine à côté des autres, piquer des gars, etc. Mais plutôt comment on peut créer un écosystème avec ces boîtes qui existent, ces gens qui sont super, qui sont compétents, les animer, les faire se rencontrer réellement, pas juste sur une plaquette, mais dans un lieu décalé, bosser ensemble et qu'ils trouvent des solutions pour eux, mais pour eux demain, etc. Donc toute cette manière-là, donc le Covid, il vient renforcer toute cette énergie, cette volonté d'aller dans ce sens-là, quoi. Enfin moi, ça me conforte dans ce sens-là. Donc ça, le Covid, il m'a vraiment apporté ça en tant que dirigeant, on va dire. Et puis après, en tant que personne, je pense que ce Covid, donc, il nous ramène un peu à l'essentiel, il nous ramène à nous-mêmes, du coup, aussi à notre relation à nous-mêmes, parce qu'on a tous été, ça nous a quand même mis c'est quand même une situation qui est incroyable. Là, on a tous vécu une expérience dans ses tripes, dans sa tête et dans son corps. Dans ses tripes, parce qu'émotionnellement, on a été touchés, on en connaît certains, on a eu peur pour des grands-parents, etc. Dans son corps, on a été coincé physiquement pendant des semaines. Puis dans sa tête, on s'est posé des nouvelles questions. Donc on est dans une situation où on est dans un potentiel de changement structurel dans un temps long en ce moment. Donc on a augmenté notre niveau de sensibilité à tout ça, à tout ce qui nous environne, à nous-mêmes, etc. Et donc quand on est déjà très sensible de nature, du coup c'est encore plus fort. Donc le Covid, il m'a touché en tant que personne aussi comme ça. Et du coup, il m'a aussi... je pense qu'en tant que personne, il m'a apporté 2 choses. D'abord, il m'a décuplé ma créativité et ma capacité à oser être créatif. Je suis dans mon boulot, je n'osais pas trop l'être en tant que personne. Ça y est, je me mets à écrire plus que des textes, des chansons, des machins. Voilà, je fais un petit truc et ça me fait du bien et ça, c'est chouette. Et puis aussi, il a augmenté aussi ma conviction que il faut que je me fasse confiance et que j'endosse le rôle que je peux endosser dans l'environnement dans lequel je suis, où il y a besoin de contribuer. Et voilà, il faut que je porte cette responsabilité-là. Merci. Alors j'aime bien dire que l'optimiste, c'est aussi celui qui voit les apprentissages dans les difficultés, un petit peu l'arc-en-ciel sous la pluie, le petit cadeau. Quels ont été, toi, tes apprentissages ? L'enseignement que j'ai, moi, il y a plusieurs niveaux.
D'abord, il est très bien illustré par le dernier bouquin de Yannick Roudot qui s'appelle Quand l'improbable surgit, c'est-à-dire que on passe notre temps à regarder le présent par rapport au passé. Donc forcément, on le regarde par rapport à quelque chose qui est linéaire, parce que le passé, il s'est passé, donc voilà. De la même façon que avant qu'on dise que la Terre est ronde, on regardait la Terre comme quelque chose de linéaire, de plat. Et donc on a changé notre perception de l'espace il y a quelques siècles, fortement. Je pense qu'on est aussi dans un moment où on a sûrement changé notre perception du temps, et que cette vision linéaire, elle va changer. Et il y a Mathieu Baudin qui dirige l'Institut des futurs souhaitables. Quand on lui demande, on est en 2050, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 20, donc pas 1900 mais 2020, qui est juste génial et qui a changé les choses et que tu as envie de nous partager aujourd'hui. Mathieu il dit, moi en fait, le truc qui a été génial, c'est quand l'éducation nationale a inscrit dans les programmes des collèges et des lycées, à côté des cours d'histoire qu'il faut garder, des cours de futur. Parce que quand on s'est mis à faire des cours de futur, on s'est mis aussi à regarder le présent autrement que comme une résultante d'un passé linéaire établi, etc. Et c'est là qu'on a pu développer, déployer tout ce qui nous permet d'être heureux aujourd'hui, parce qu'on a changé notre manière de vivre chacun ensemble et avec la planète. Sur le micro, dans l'entreprise, il y a quelque chose qui est important pour moi, c'est la com interne. Je pense que la com interne, il faut vraiment qu'elle devienne la com interne qui soit la com au cœur de l'entreprise, mais avec un X à haut et un S à cœur. Et c'est la com qui s'adresse aux personnes au-delà des fonctions. Et j'espère que le Covid, il nous a apporté ça. Il nous a apporté qu'il fallait qu'on apprenne à reconsidérer les personnes derrière les fonctions, parce que c'est juste ce qui est le plus important. C'est vrai qu'on s'est rendu compte que l'humain est au centre de tout et les relations humaines nous manquent. Ne pas se voir et faire de la visio, on voit que c'est pas pareil, donc c'est vraiment l'humain. Alors tu nous as déjà donné plein de pistes pour avancer et devenir plus optimiste. Et s'il y avait un conseil que tu devais donner à une personne qui serait plutôt stressée par l'incertitude, un petit peu déprimée par rapport à la situation, quel serait ce conseil ? Le stress de l'incertitude, l'incertitude, ça renvoie à notre confiance en soi, à notre estime de soi, à nos peurs, etc. Donc déjà tout ce que je peux faire pour être bien avec moi-même physiquement et dans ma tête, il ne faut pas que je me prive. Donc il y a plein de petits trucs et astuces pour mieux dormir, plein de petits trucs et astuces qui passent par la respiration, qui passent par des petits exercices, par du pilates, par plein de petites choses, par la musique, par la nature, par la nourriture, la pleine conscience. Il y a plein de petites choses qui permettent d'être plus confort entre soi et soi. C'est pas être égoïste. Il y a l'outil et la finalité. Donc si c'est prendre soin de soi pour une finalité qui est bonne pour les autres, pour la planète, etc., c'est pas de l'égoïsme. C'est juste un bon investissement pour soi et pour les autres et pour la planète. Donc ça, c'est le premier conseil que j'aurais envie de donner, c'est d'oser prendre soin de soi. Et après, le deuxième, c'est de se confronter à cette diversité de points de vue. Parce qu'en fait, plus on arrive à décrypter ce qui se passe autour de soi, plus on réduit le niveau d'incertitude. Et pour décrypter ce qui se passe autour de soi, pour moi, c'est réussir à aller chercher d'autres points de vue. Je vais pouvoir apporter cette diversité de regards, et du coup, je vais pouvoir appréhender cette situation qui n'est pas confortable, parce que je ne la comprends pas, parce qu'elle est nouvelle, etc. Donc elle provoque des incertitudes, mais l'appréhender comme ça, je réduis le niveau d'incertitude parce que je l'apprivoise, je la décrypte, et du coup, je peux en faire quelque chose. C'est comme le renard du Petit Prince qui n'est pas encore apprivoisé, il faut apprivoiser l'incertitude. Merci pour ces conseils. Alors on va passer maintenant à quelques questions sur toi. Première question, une anecdote insolite à nous raconter sur toi, un truc un peu incroyable que tu as vécu. Le truc le plus insolite qui m'est arrivé dans ma vie, c'est de me retrouver dans cette aventure de The Bridge. Donc, en 2017, on a commémoré le centenaire du débarquement américain, affrété le Queen Mary 2, une asso française sans fonds propres qui affrète un truc de fou. C'était juste pas possible. En fait, ce The Bridge là, c'est pour moi une démonstration éclatante que le mot impossible, il veut rien dire. La Bretagne et toi en un mot.
La Bretagne et moi, en un mot, c'est le mot chance. Ton petit coin de paradis en Bretagne. Il y a la côte sauvage de Quiberon où il y a une énergie de fou et que ça j'adore et ça me touche, voilà, pour la force de l'énergie. Et puis il y a le passage de Saint-Armel aussi, dans le Golfe, où là on passe de la force de l'énergie à la douceur et à la poésie de l'énergie. Donc voilà. Plutôt phare breton ou Queen Amman? Plutôt Queen Amman. Galette ou crêpe? Plutôt galette. La marinière, ça se met toujours, c'est toujours à la mode ou pas du tout? Non, pour moi c'est toujours à la mode parce que ça touche à une histoire, à des valeurs, à de l'humain et que la mode c'est du temps court et qu'on est là sur des choses de temps long, donc c'est forcément pas une histoire de mode. Un dernier mot en breton? J'ai pas encore développé cette relation à la langue bretonne. C'est pas grave, alors un dernier mot tout court. Et le dernier mot c'est merci. Merci à toi parce que c'est hyper important de rendre visible ce qu'on peut appeler le verre à moitié plein, ce que je regarde se développe, etc. Et ce que tu fais en rendant visible cet optimisme-là contribue à oser regarder les choses dans un sens qui peut nous permettre de trouver des solutions. Et si on revient à cette notion d'incertitude, etc., et plus on arrive à oser se mettre dans une dynamique de solutions, plus c'est chouette. Donc c'est merci pour ça. Donc le mot-clé pour moi c'est merci. Voilà. Merci à toi Cyr d'avoir accepté cette interview, j'aime beaucoup ta douceur, c'est très agréable. J'aimerais pouvoir être aussi calme et paisible en exprimant mes propos. Et c'est un vrai plaisir parce que je ne l'ai pas dit à nos auditeurs, mais on est dans un petit coin de paradis puisqu'on est à Tex, juste en face de l'étang et il y a un magnifique soleil. Donc c'était vraiment un plaisir de faire cette interview. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain podcast. En attendant, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à nous mettre des messages super positifs sur les réseaux sociaux. On est toujours ravis de vous lire. Alors merci beaucoup et je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt!